Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle conférence de l'humain au cœur du soin sur le thème le corps au cœur du soin. Donc en pensant à ce titre, j'ai pensé à cette phrase qu'on entend de plus en plus souvent, c'est écoute ton corps, écouter son corps, un petit peu une phrase qui devient un peu banalisée, presque un peu machinale, un petit peu comme quand on dit prends soin de toi ou même ça va. Et pour que ça ne soit pas une phrase théorique, aujourd'hui, on va vraiment aborder concrètement cette idée du corps au cœur du soin. Et donc, voilà pourquoi écouter son corps, c'est à la fois évident et en même temps, ce n'est pas si facile. Et bien déjà, parce que pour écouter son corps, il faut être en connexion avec soi-même. Et dans le monde actuel, avec le rythme effréné, l'accélération, c'est pas évident de prendre le temps pour se connecter à soi-même. Avec aussi ce flux incessant des pensées, c'est pas évident. Et puis aussi, évidemment, tout ce qu'il y a, les dispositifs extérieurs, les objets connectés, les montres qui nous disent quand est-ce qu'il faut se lever, aussi les trottinettes électroniques qui font qu'on est un petit peu déconnecté même de l'idée de faire des efforts et on finit même par ne plus avoir confiance en soi-même, en ses propres capacités. Et puis aussi tous les réseaux sociaux qui, en voulant nous connecter, nous déconnectent aussi de nous-mêmes. Alors, pourquoi écouter notre corps, c'est essentiel? Nous, on sait bien en médecine que c'est avant tout de la prévention. Écouter son corps, écouter les signaux faibles de son corps, ça peut être en effet cette idée de cet entremêlement qu'il y a entre le psychisme et le physique. Par exemple, des petits signaux comme une douleur épigastrique, comme des crampes, comme des tensions au niveau des cervicales, ça peut être le signe d'une situation de stress et donc il convient d'explorer pas simplement de façon médico-technique et de traiter de façon symptomatique, mais qui convient d'aborder dans une approche de santé globale. Et c'est ça un petit peu le sens de ce qu'on essaye de diffuser dans l'association L'Humain au cœur du soin. Alors, pour illustrer cette thématique-là, j'ai retrouvé ce livre de David Servan-Schreiber, dont le titre m'a beaucoup parlé, « Notre corps aime la vérité ». Donc, pour qui ne connaît pas David Servan-Schreiber, c'est un psychiatre qui a été formé aux États-Unis, également un chercheur en neurosciences. Il a été aussi responsable d'une unité de médecine intégrative à Pittsburgh. Et beaucoup connaissent cette histoire, mais il lui est arrivé, dans le cadre de ses expériences, d'être le témoin. Et à ce titre, il a expérimenté un scanner. Il a fait un scanner en étant normalement le témoin. Donc c'était pour voir ce qu'était un scanner normal. Et c'est là qu'on lui a découvert une tumeur cérébrale avec un pronostic qui lui annonçait peut-être 1 ou 2 années de survie. Et finalement, il a décidé d'aller explorer tout ce qui existait dans la littérature scientifique comme méthode qui soit des approches non médicamenteuses en complément de l'approche classique, sans s'en extraire, sans s'y opposer. Et finalement, il a réussi à vivre 19 années, ce qui est quand même assez extraordinaire en termes de pronostic. Et il a donc beaucoup diffusé cette idée d'entremêlement entre le psychisme et le physique, en amenant en France, par exemple, le MDR et toute l'approche autour de la cohérence cardiaque. Voilà, donc je faisais ce petit tour par David Servan-Schreiber, parce que comme on disait en préparation avec Olivier, notre corps aime la vérité, c'est aussi notre corps sait la vérité, notre corps dit la vérité, notre corps exprime la vérité, donc c'est aussi cette idée qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est comment finalement se reconnecter simplement à notre corps. Et voilà, on va voir que ce n'est pas si compliqué et que le sport, c'est une bonne approche pour faire cette reconnexion. Et finalement, un peu contre toute attente, que c'est accessible à tout le monde, c'est accessible quels que soient ses moyens, on va le revoir aujourd'hui, et puis c'est accessible à tout âge. Voilà, parce qu'on a sous la main finalement notre propre outil qui est notre corps. Donc, comme on avait décrit la méthode simple dans les situations médico-sociales complexes, je vous propose de reprendre cet acronyme et de le décliner pour évoquer que l'activité physique adaptée à la situation, comme également l'alimentation équilibrée, finalement c'est plus simple qu'on pourrait le croire. Alors,
L'idée, c'est que ça soit systématique, c'est-à-dire le rentrer un petit peu comme des habitudes que l'on a appris, qui sont naturelles, comme se brosser les dents, comme prendre une douche tous les jours. La pratique du sport, ça devrait rentrer de façon systématique dans les habitudes. Intégrer, finalement, l'intégrer dans les emplois du temps et peut-être pouvoir plaider pour intégrer dans le temps de travail, que ce soit une pratique physique qui soit finalement payée aussi dans le cadre de l'activité, pas simplement en plus de l'activité quand on peut le faire. M pour motivant, parce que c'est motivant de faire du sport. Plus on en fait, plus on voit les progrès. Donc ça veut dire aussi, le M, c'est la motivation. Il faut être motivé par soi-même, ce n'est pas toujours facile, mais on peut être aussi motivé par les autres, se stimuler, travailler ou faire du sport en groupe. C'est positif, parce que justement, on va le voir, c'est positif en termes de bienfaits pour la santé aussi bien physique que psychique. Mais bien sûr, ce n'est pas si simple que ça. Il faut aussi de la persévérance, parce qu'à l'heure où on a envie d'aller vite, obtenir des résultats, il faut accepter que ça prend du temps. Il faut du temps, donc il faut de la patience. Mais il faut se rappeler que c'est aussi source de beaucoup de plaisir de faire du sport. Le L, c'est justement cette idée de lien. Voilà. Finalement, le sport, c'est ce qui permet cette connexion à soi-même, cette connexion aux autres, ce fameux triple lien. Et puis, si on peut également avoir la chance, le lien avec la nature, faire le sport à l'extérieur. Et pour terminer, le sport, c'est une source d'équilibre qui finalement articule aussi bien cette dimension, comme on va le revoir, physique et psychique de la santé. Donc pour conclure, voilà, c'est aussi écouter son corps, écoutons notre corps, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je laisse la parole à Olivier Ancelis qui va se présenter et puis nous présenter son expérience de préparateur sportif et de sportif de haut niveau. Merci Pierre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Olivier Ancelis, je suis préparateur physique et entraîneur sportif pluridisciplinaire, formateur sportif aussi, en préparation physique, en rééducation fonctionnelle et en gestion des pathologies, dans tout ce qui est milieu de la remise en forme. Donc voilà, je forme dans les milieux universitaires tous les profs et entraîneurs sportifs que vous allez rencontrer dans les clubs, associations, salles de sport, clubs de sport affiliés à des fédérations, etc. Justement pour la gestion de profils qui à la base n'ont pas une vocation sportive ou qui ont des pathologies déjà identifiées, que ce soit physiologique ou que ce soit rhumatologique, etc. Donc, j'ai travaillé dans tous les milieux, que ce soit donc privé, dans le cadre de mon entreprise, associatif, dans des milieux aussi sociaux, pour tous les âges, aussi bien des enfants, des adolescents, des actifs, puis des personnes âgées. Et ceci depuis une vingtaine d'années, et dans différents pays, puisque j'ai pas mal voyagé, surtout dans les pays anglo-saxons et en Amérique du Sud. Voilà. Je suis aussi entraîneur dans différentes disciplines sportives réelles de haut niveau. Donc, je suis dans les sports de combat depuis une vingtaine d'années. J'ai eu une équipe professionnelle. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais voilà, j'ai touché vraiment à tout ce qui peut se faire en termes de liaison avec des pratiquants d'activités physiques et sportives, peu importe d'où ils viennent, leur origine et surtout peu importe leur niveau, leur classe sociale. Voilà. Donc on sait que l'activité physique et sportive est depuis trop longtemps synonyme de contraintes, de sacrifices et de difficultés. N'est-ce pas? Oui? Voilà. Elle s'est considérablement calquée sur les prouesses physiques du sport de haut niveau ces 20 dernières années et surtout représentée par un peu l'explosion d'Internet, des médias sociaux, etc., qui nous ont montré en fait énormément de disciplines qu'on ne connaissait pas, voilà, qui pouvaient s'avérer plus ou moins extrêmes ou plus ou moins difficiles physiquement, etc. Ensuite, toute cette approche justement par le biais de cette diffusion de masse, fait que les niveaux des activités physiques en fait, ont énormément évolué et ont énormément augmenté. A l'inverse,
l'avantage de tous ces réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'ils nous offrent l'opportunité d'avoir des contenus de qualité, ou pas, hein, pour pratiquer X activité physique ou sportive. C'est-à-dire que vous allez sur n'importe quel réseau social aujourd'hui, vous tapez pratiquer X activité, etc., vous allez avoir un monceau de pratiquants, d'entraîneurs, certifiés ou non, attention, il y a du bon à prendre comme du mauvais. Mais c'est le gros avantage qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport donc, aux réseaux sociaux, à Internet, voilà, et à tous les moteurs de recherche. Pourtant, ce qu'on peut observer donc, ces dernières années, vous le savez tous, puisque je pense que vous êtes tous du milieu médical ou associés, la population mondiale n'a jamais été aussi peu en forme. Voilà, donc ça, c'est pas moi qui l'invente. Je pense que mes collègues ici présents, spécialistes dans certains domaines médicaux, pourront le certifier dans leur domaine. Voilà, donc on sait que peu importe où on se trouve sur la planète, que ce soit maintenant dans les pays riches économiquement ou des pays qui se sont développés économiquement depuis ces dernières années, on est tous à peu près logés à la même enseigne. Et nous, la France, qui sommes pourtant un pays à la base, nous sommes des épicuriens, nous sommes des gens qui mangent correctement, qui sont soucieux de la provenance des produits, de ce qu'on met dans nos assiettes, etc. etc. Et ben on devient petit à petit, moi je l'ai vu au cours de ces dernières années, un peu comme nos voisins anglo-saxons, américains, canadiens, etc. etc. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins attention à ce que l'on met dans nos assiettes. On fait de moins en moins attention aux quantités donc, que l'on absorbe. On fait de moins en moins attention à ce que l'on mange. On ne bouge plus. On fait tout en voiture. On ne sert que de notre smartphone pour faire nos achats sur Internet, pour aller commander notre repas du soir, etc. Et le vrai problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une énorme influence sur les générations à venir. Voilà, moi, c'est ce qui me chagrine encore plus maintenant. C'est l'état, en fait, dans lequel sont nos enfants et surtout nos adolescents. Puisque moi, j'en ai une à la maison, d'accord ? Et malgré qu'elle ait un père comme moi, je vois par rapport donc à l'influence sociétale de l'école, de l'éducation, etc., comment elle est devenue. Pourtant, j'ai quand même été sur son dos pendant des années, etc. Mais malgré tout, j'ai du mal à m'en sortir avec ça. Il ne bouge pas, il reste cloîtré à la maison, avec tout le confort possible et disponible, les tablettes, les écrans, complètement déconnectés de la réalité, complètement déconnectés, donc on en parlait, le docteur Georges en parlait de leur corps. Et donc, à 16 ans, 17 ans, c'est un âge où on doit être en pleine ébullition au niveau physique. On se retrouve avec des adolescents qui sont totalement amorphes, totalement mous, qui sont incapables de se stimuler, de se mobiliser pour quelconque activité. Donc, je pense qu'avant de jeter la balle, voilà, et d'incriminer tout le monde, la population active, voilà, qui ne bouge pas, etc., je pense qu'il faut reprendre les choses à leur origine. L'origine, c'est l'éducation. D'accord ? Je pense que la plupart des gens qui ont été éduqués dans le sens où l'activité physique et sportive reste donc essentielle, je pense que ça perdure dans le temps, peu importe ce qui se passe et peu importe la manière dont ça se passe. C'est pas parce qu'on a fait de la compétition jeune, bien sûr qu'on va faire de la compétition en étant adulte. C'est pas ça que je dis. Sauf que quand on fait de la compétition jeune et qu'on est contraint donc, à des difficultés donc, liées à l'activité physique et sportive, à un rythme, à une discipline, à une rigueur, à une routine, je pense que ça perdure dans le temps et que ça nous rend justement, nous, en tant qu'adultes, justement plus à même de soigner notre hygiène de vie. Le rythme de la société moderne, on l'a vu, malheureusement, ne nous laisse que peu de place pour s'occuper de nous-mêmes. Ça impose toujours de plus à l'être humain, pression financière, pression sociale, pression professionnelle. Et moi, c'est souvent les retours que j'ai de tous les pratiquants, tous les gens que je peux aider ou avec que je peux suivre à court, à moyen ou à long terme. J'ai toujours un frein qui est un frein externe.
Donc, cet étouffement de l'individu, aujourd'hui, je pense que c'est la principale source du fait qu'on se posait la question de pourquoi les gens ne pratiquent pas l'activité physique et sportive de manière régulière. Tout simplement parce qu'ils se sentent déjà trop étouffés par le nombre incalculable de responsabilités dans tous les domaines qu'on vient de citer qu'ils ont au quotidien. Et de plus, souvent, ils se mettent à penser et à vouloir faire des choses pour lesquelles ils ne sont premièrement pas conditionnés, pas motivés, mais on va le faire parce que le voisin fait pareil et il a perdu 10 kilos, il est en pleine forme, et parce que c'est tendance, et parce que c'est en vogue ou c'est la mode. Non. Moi je pense qu'avant toute chose, déjà, il faut savoir, certes, pourquoi on le fait, mais qu'est-ce qu'il est possible de faire étant donné sa condition et sa situation. Voilà, la base, elle est là. Et moi, c'est ce que je recherche à chaque fois. Je n'ai rien de protocolaire dans le sens où je vais imposer à tout le monde de suivre le même schéma. Voilà, pour moi, au départ, je fais une évaluation diagnostique, une évaluation fonctionnelle, voilà, pour voir un petit peu où en est mon sujet, peu importe, on disait l'âge, etc., etc. Et à partir de là, il y a aussi la disposition en termes de moyens financiers, matériels, temps. Voilà. À partir de là, on peut aboutir à un cheminement qui va permettre de trouver le moyen de s'activer. On ne parle pas de faire, à chaque fois, j'aime ce terme, de faire du sport. On dit oui, il faut faire du sport et faire du sport. Aujourd'hui, je pense que c'est pas que ça ne veut plus rien dire, c'est que le terme sport est généré par tous les sports qui sont liés à l'olympisme. Donc des disciplines qui sont fédérées, cadrées, avec des règles, etc. Je ne vous en demande pas autant, à vous ou aux gens dont je peux m'occuper, simplement bouger. Voilà, le corps, c'est le mouvement. Et vous savez tous très bien que plus le corps bouge, plus, d'un point de vue physiologique, il est actif. Et donc plus les grandes fonctions sont efficaces, etc., etc. Sans bien sûr aller dans l'extrême. Hein? Je n'ai pas dit que le sport de haut niveau était vecteur de très bonne santé. Non, non, pas du tout. Mais voilà, ne pas en faire assez ou pas du tout et trop en faire, ok, on sait que ce n'est pas bon. Peu importe les raisons. Voilà, ce qu'il faut c'est trouver un juste milieu dans l'activité. Et pour ça, il faut individualiser la pratique. C'est exactement, je pense, de ce qui est le vecteur de l'humain au cœur du soin, dans individualiser le soin par l'humain, c'est exactement pareil dans la pratique physique et sportive. Chaque personne, chaque profil, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, un senior, est différent. Alors bien sûr, il y a des grandes normes, des grandes thèses, des grandes règles. Okay, je les répète sans arrêt à mes élèves, sauf que voilà, je passe vite à l'individualisation parce que c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Le fait justement le plus marquant qui me revient à l'esprit au bout de mes 20 années d'expérience, c'est le manque total de connaissances que les gens ont d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, au niveau physique. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Moi, je ne crois pas. Est-ce que vous savez ce que vous êtes capable de faire au point de vue physique? Je pense que ma collègue ici, oncologue, qui m'a parlé un petit peu de ses vaines tentatives au niveau physique et sportif, me dit « Olivier, moi, j'ai chanté à course à pied, mais je ne sais pas courir. » Ah, c'est pas courir. Pourtant, jeune, enfant, on est optimisé pour la marche, comme on est optimisé pour la course à pied. Mais comment ça se fait que, docteur, ici présent, à quel âge vous avez, docteur? 42 ans. 42 ans, comme moi, a du mal à courir ou me dit qu'elle ne sait pas courir, alors que ça se trouve, elle court très bien. Peut-être. Tout ça est lié tout simplement à un déconditionnement des aptitudes naturelles liées à l'enfance et à l'adolescence. Voilà. C'est comme quand on dit, en vieillissant, alors je ne suis pas un spécialiste, mais au niveau du cerveau, au niveau de l'intellect, etc., au niveau de la mémoire,
On dit qu'au niveau psychologique, qu'il faut se stimuler sans arrêt pour éviter de dégringoler avec l'âge. Eh bien, au niveau physique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ce que vous avez pu acquérir en étant jeune, et ce pourquoi vous étiez optimisé, premièrement, ne se perd pas, sauf accident, pathologie très importante ou traumatisme, d'accord, qui mécaniquement nous empêche de pouvoir faire X ou Y activité. Mais le corps garde une mémoire, il est toujours possible de récupérer tout ou partie, d'accord, de ses qualités physiques. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais sur le fait de se connaître vous-même, la plupart du temps, je vais mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à redonner conscience aux gens d'avoir un bon schéma corporel. Quand je parle de schéma corporel, c'est tout simplement, on va vulgariser, parler d'une bonne posture. Parler d'une bonne posture à la marche, parler d'une bonne posture quand on se tient debout, parler d'une bonne posture quand on est assis, une bonne posture quand on va pratiquer une activité physique et sportive. Voilà. Et ça, peu importe l'âge, et pas forcément les personnes d'un âge plus avancé ou des seniors, même des personnes très jeunes, on peut mettre des semaines, voire des mois, à leur redonner cette sensation de schéma corporel et d'arriver à leur redonner cette capacité à être en introspection sur eux-mêmes. Et c'est ce que le docteur Georges nous disait dans l'introduction aussi, c'est être recentré sur soi par le biais donc du corps et bien sûr après de l'esprit et tout ce qui va avec. Donc, reprendre le contrôle de son corps dans la durée, je pense que c'est déjà la priorité dans toute la démarche de prévention liée donc à la santé. On en parlait, il faut reprendre les bases de règles fondamentales de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est quoi? C'est intégrer quelque chose qui va permettre de soigner, moi j'ai parlé de soigner sa vie. Donc j'aime beaucoup ces mots parce que pour moi ils sont synonymes de respect de soi, d'accord, de son corps, de son esprit. Et moi c'est on va dire le leitmotiv que j'ai depuis que je suis très jeune, c'est me respecter moi-même. Et je me dis que si je laisse mon corps aller à volo et se déliter au fur et à mesure parce que je ne bouge pas, parce que je mange n'importe quoi, parce que je bois de l'alcool à outrance, parce que je fume 2 paquets de cigarettes, etc. Donc moi, ça n'arrivera pas, enfin, je ne pense pas, mais voilà, pour moi, c'est ne pas se respecter soi-même. Et si on ne se respecte pas soi-même, comment on peut respecter les autres, comment on peut être bien dans sa vie, dans son environnement, envers les autres, etc. Donc, cette hygiène de vie, en général, elle est influencée, j'en parlais juste avant, par ce qui a été dicté dans l'enfance. Mais ça ne veut pas dire que, sous prétexte que, je l'entends régulièrement aussi, oui, mais bon, quand j'étais enfant, je ne faisais pas de sport, mes parents étaient très sédentaires, ils étaient fumeurs. Je dis ok. Non, mais ça, je l'entends, il n'y a pas de problème. Donc, zéro éducation par rapport à ça. J'ai fait des études très poussées, très compliquées. Très bien. Mais aujourd'hui, là, vous êtes devant moi, vous avez 40 ans, il y a tous les petits clignotants rouges qui s'allument quand vous faites une analyse de sang ou quand vous allez voir votre médecin. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ah oui, bah oui, c'est pour ça que je suis venu. Voilà. Donc, peu importe que le passif ne soit pas donc pour la personne, pour le sujet, etc. L'essentiel, c'est d'acter quelque chose maintenant, peu importe ce que c'est, peu importe la dimension que vous lui donnez, peu importe l'activité que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est à la mode, pas à la mode, voilà. Mais il faut surtout le faire le plus tôt possible, le faire de manière rigoureuse, le faire de manière routinière, parce que c'est la routine qui va vous permettre de progresser. Souvent, même chose, on est plein de bonne foi, de motivation, etc. parce que
on sent qu'on ne se sent plus bien, on commence à avoir divers problèmes et variés, d'un point de vue physique, d'un point de vue même psychique, et on se dit que voilà, c'est le moment de faire de l'activité physique et sportive. Sauf qu'on se lance, comme je disais tout à l'heure, sur des choses que l'on voit le plus souvent régulièrement, soit sur les réseaux sociaux, soit via Internet, des choses à la mode qui peuvent paraître efficaces, qui sont véhiculées par des ambassadeurs qui sont souvent payés justement par des consensus qui veulent mettre en avant des méthodes, etc. Écoutez-moi, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de méthode mieux que les autres. La méthode Olivier Ancelis n'est pas la meilleure ou c'est le truc. Juste, il faut trouver quelque chose qui vous correspond. D'accord ? Une méthode donc, qui est basée sur l'individualisme. Alors vous allez me dire, ouais, mais Olivier, c'est facile, toi, c'est ton métier, tu sais quoi faire. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne suis pas le seul, heureusement. Comme heureusement tous les médecins voilà, qui sont ici, si vous n'avez plus votre médecin généraliste qui est parti à la retraite, vous pouvez toujours en trouver qui était très bien, vous pouvez en trouver un autre qui est aussi bien, voire mieux, d'accord ? Donc je ne suis pas le seul donc à faire ce métier, à pratiquer que ça, il faut juste voilà, s'entourer, trouver les bonnes personnes. Et comme je le disais au départ, l'avantage, même si je ne suis pas du tout pro réseaux sociaux ou tout ce qui peut naviguer sur Internet, etc., on peut trouver monceau de très bonnes règles de qualité sur ces médias. Donc je vous invite, si vous avez envie, besoin de vous sentir plus, comment dire, mieux géré par rapport à ce que vous souhaitez faire, renseignez-vous, je pense que vous trouverez tout sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Pour le reste, on est en petite assemblée, voilà. Je reste disponible bien sûr si vous avez des questions maintenant et même après. Pour vous donner des clés, il n'y a pas de recette miracle, pour vous donner des clés pour peut-être vous inciter à vous remettre dans une pratique physique, on ne va pas parler de sport, une pratique physique régulière. La pratique physique régulière, c'est quoi? C'est se dire que je vais faire le maximum pour bouger. Alors les gens, pareil, me disent, bah oui, mais pour bouger, qu'est-ce que je peux faire? Bah déjà, vous savez, je suis arrivé ce matin à l'aéroport, puisque j'habite dans le sud-ouest, et mon avion était plein, donc pas 250 passagers. Et je suis toujours, pareil, surpris du nombre de personnes, et ne me dites pas, non, mais c'est parce qu'ils ont des valises et tout, parce que les moitiés des gens sont comme moi, ils sont à Paris 2-3 jours, ils ont juste un sac à dos et c'est tout. Le nombre de gens qui prennent les escaliers. Je pense que, allez, sur 50 personnes que je vois, on doit être 2 à prendre les escaliers. Ça, alors vous me direz, oui, mais c'est basique, oui, mais ça, c'est la première base qui fait que votre organisme va comprendre que vous êtes en mouvement régulièrement. Si vous l'habituez à prendre l'ascenseur ou les escalators en permanence, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en mode, bah, ouais, j'ai pas besoin de trop m'activer puisque finalement, je suis porté. Je suis porté dans l'ascenseur, je suis porté dans l'escalator, je suis porté dans la voiture, je suis porté sur la trottinette électrique, je suis porté partout. Voilà, comme ma fille de 6 ans qui veut encore que je la porte à 6 ans. Je lui dis, non ma fille, t'es grande maintenant, je t'ai appris à nager, à courir, à faire du vélo, t'as 2 bras, 2 jambes, une tête qui fonctionne bien, un cœur, des poumons, vas-y. Voilà, donc la première étape, elle est là. Ensuite, même chose, marcher. Alors attention, comme je l'ai dit au départ, on est optimisé pour la marche. C'est-à-dire qu'il va y avoir des effets bénéfiques pour des gens qui sont ultra sédentaires, qui marchent très peu, qui sont habitués bien sûr à prendre l'escalier, à ne pas prendre les escaliers, etc. Pour ceux qui marchent déjà un petit peu, etc., c'est toujours lié à le niveau de départ. Quel est votre niveau de départ? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui? D'accord? Et où est-ce que vous voulez aller? C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, je marche beaucoup, je monte les escaliers, etc., mais je veux passer un palier. Ok, ce palier, c'est quel palier? Est-ce que c'est un palier lié à votre condition physique? C'est-à-dire que vous voulez avoir plus de souffle, entre guillemets? Donc ok, donc on va peut-être pouvoir passer à une activité comme la course à pied ou
des activités un peu plus douces au départ, comme le vélo ou la natation, si c'est possible, ou l'activité sur des ergomètres en salle, qui nous permettent d'avoir énormément de choix de machines pour pouvoir développer les qualités d'endurance. Voilà, toujours se recentrer sur ce que l'on recherche, et pas se dire qu'il faut que je fasse de l'activité physique et du sport parce qu'on me l'a dit, et parce que je sais qu'il faut le faire. Oui, il faut le faire. Oui, il faut le rentrer dans une routine. Oui, il faut l'intégrer dans votre rythme de vie. D'accord? Mais si vous n'intégrez pas quelque chose qui vous fait un tant soit peu plaisir, ou vous retrouvez un tant soit peu de plaisir dans la pratique, c'est peine perdue. Pourtant, je véhicule le message de faire de l'activité physique et du sport tous les jours. Mais je pense qu'on a tellement de contraintes déjà et de stress au quotidien que si on part sur quelque chose de trop compliqué et de trop complexe, ça ne peut pas tenir. Je répercute là-dessus, enfin je rebondis là-dessus, c'est que les gens justement semblent tellement douter justement de leur capacité à faire quelque chose, parce qu'on parlait tout à l'heure de la motivation. La motivation, c'est une chose, mais elle part donc du sentiment de compétence. Et le sentiment de compétence, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, bien sûr, dans son milieu professionnel, d'accord, à différents niveaux, mais il est aussi vrai au niveau physique. Et plus, au niveau physique, on peut se sentir déconditionné, plus ce sentiment de compétence, en fait, il va être au plus bas. D'accord? Et moi, quand je vais dire à mon pratiquant, bah, écoute, là, on va courir 5 minutes, et qu'elle me regarde, ou il me regarde avec des yeux en me disant « mais non, mais j'y arriverai jamais ». Mais si, c'est le moment, si, tu vas y arriver. Déjà, avant même que je l'ai mise sur le tapis ou qu'on est dehors pour courir 5 minutes, déjà même, elle arrive à se convaincre que ce n'est pas possible pour elle de courir 5 minutes. Et je vous assure que quasiment à chaque fois, j'arrive à lui démontrer le contraire. Parce qu'on y a été progressivement et parce que c'est le moment de le faire. Mais tout simplement pour dire que cette motivation, elle est entachée par ce sentiment de compétence qui bride les gens, pas que dans l'activité physique et sportive, dans plein de choses dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, etc. Mais moi, je vous parle de ce qui me concerne. Donc à partir du moment où on se bride déjà et qu'on n'a pas confiance en ses capacités physiques, d'accord, même si elles sont, aujourd'hui, si vous considérez qu'elles sont minimes, c'est pas grave. Le corps est une formidable machine d'adaptation. Je pense que vous le savez, ou si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Je l'ai vécu pour moi, je l'ai vécu pour des centaines de personnes sur qui personne n'aurait parié un euro comme quoi elle allait être capable de faire un marathon ou peu importe. Et pourtant, c'est bien arrivé. Donc des gens qui sont partis de très très loin, j'en ai eu plein et j'en ai encore. Voilà, il faut juste ne pas se brider en se disant qu'on n'est pas capable. Parce que souvent, quand je parle d'activité physique et sportive, là, si je vous interroge tous sur une activité physique, on me dira « ah, mais non, c'est trop dur, je ne suis pas capable ». Non, le trop dur, il est un nivellement qu'on met parce qu'on est souvent, on met toujours autre chose en référence. Soit notre voisin, soit notre collègue, soit un athlète qu'on a vu la veille à la télé faire une prouesse sportive, etc. Non. Toute proportion gardée, on essaye de rester à son niveau. Voilà. Comme moi je le fais aujourd'hui. Voilà. J'ai dû à un moment me dire que si j'ai pas pu pousser ma carrière en tant que sportif de haut niveau, eh ben écoutez, c'est pas grave, il y en avait des meilleurs que moi, je vais pousser ma carrière en tant qu'entraîneur de haut niveau. Et a priori, ça me réussit mieux. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Voilà. Donc, Claire, petite question. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps, parce que je ne sais pas comment gérer le temps. J'en ai plus pour très longtemps. Pas beaucoup, comme ça. Ouais, j'en ai plus pour très longtemps. Oui, non. Voilà, donc, moi je vais repartir sur les points très importants, qui sont peut-être les clés pour vous. C'est des clés un peu sommaires, hein, mais qui vont nous permettre de statuer sur ce que peut être une bonne hygiène de vie. Les questions essentielles qu'il faut se poser, c'est
quels sont les moyens que j'ai en ma possession? J'en parlais tout à l'heure. L'intégrité physique, donc mon niveau physique de départ. D'où est-ce que je pars? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Non, je ne vais pas aller courir parce que j'ai jamais couru, parce que j'ai X peut-être pathologie au genou et à la cheville, parce que je suis asymétrique, parce que j'ai eu une scoliose dans mon enfance qui m'empêche de... Voilà, c'est très important. Et ça permet souvent de resserrer un petit peu l'entonnoir et d'arriver au fur et à mesure sur quelque chose qui peut être véritablement adapté. Ensuite, très important, à quel niveau de priorité vais-je placer la gestion de moi, de soi? Où est-ce qu'on place la barre? Toujours pareil. Le retour que j'ai régulièrement, c'est ah oui, mais non, mais j'ai pas le temps. Ah mais non, mais avec le travail, les enfants, non, c'est pas possible. Bah, avec le travail, les enfants, bah ok, il faudrait intégrer l'activité physique dans le travail. Ça, c'est une excellente question. Malheureusement, je pense que je suis très loin de ma petite personne pour pouvoir imposer ça à toutes les entreprises ou au système hospitalier. Mais en effet, ce serait la solution. Sauf que je pense qu'on en est très loin. Outre certaines sociétés privées qui ont les moyens, puisque moi j'y ai été confronté d'intervenir dans des grandes entreprises, dans des cabinets d'avocats, voilà. Donc là oui, ces gens-là ont les moyens, donc c'est vrai que c'est très bien. Mais ça c'est pour une minorité de personnes. Donc quel niveau de priorité? Si je ne priorise pas ma prise en charge de moi-même, dans mon hygiène de vie, c'est voué à l'échec. Ça ne fonctionnera jamais. C'est simple. Et quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme? Il faut toujours, croyez-moi, même à un niveau d'entretien, de bien-être, de santé, voilà, simplement de se sentir bien, avoir un objectif. C'est les buts, c'est les objectifs qui nous font avancer. Et dans l'activité physique, c'est la même chose. Si vous ne vous donnez pas à chaque fois un petit objectif, peu importe sa valeur, peu importe ce que c'est, il est très difficile, étant donné que souvent la gestion de soi, donc l'alimentation, donc l'équilibre nutritionnel, l'activité physique et ou sportive et la gestion du stress, passe toujours après tout le reste. Donc, comment je pourrais être en même temps efficace dans mon approche si je ne me fixe pas un minimum d'objectifs, comme je peux me fixer des objectifs au niveau social, comme je peux me fixer des objectifs au niveau professionnel, etc., etc. N'oublions pas que nous sommes les instruments de nos propres limites. C'est souvent nous qui nous limitons, j'en parlais tout à l'heure, par le fait que soit on pense qu'on n'est pas capable, soit aussi, et ça, pardonnez-moi mesdames, c'est souvent très féminin, on veut trop bien faire, on veut trop être perfectionniste. Et ça, mesdames, c'est... alors moi, je parle de ma pratique, hein, bien sûr. Vous voulez toujours que ce soit parfait, et très bien, vous êtes beaucoup plus compétitrice, et je ne dis pas ça parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, hein, vous êtes toujours plus compétitrice que les hommes là-dessus. Et souvent, comme vous allez projeter que vous n'arrivez pas à ce que ce soit parfait, eh ben vous ne faites pas. Vous avez un vrai défaut de confiance en vous. Voilà. Bien sûr, je vous parle toujours dans ce qui me concerne, dans la pratique physique et sportive. Enfin, être sain pour soi, c'est permettre de placer l'humain au cœur de toutes nos actions envers les autres. Donc, je vais terminer là-dessus. Voilà. Je pense que moi, en tout cas, mon expérience personnelle, c'est ce que ça m'a apporté. Et c'est ce que j'ai vu autour de moi. Le fait de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, donc sain. J'ai toujours pu être, j'ai fait en tout cas le mieux que j'ai pu, tourner vers les autres et sain envers les autres, altruiste, voilà, en essayant de donner le maximum. Voilà. Donc c'était pour faire le parallèle avec l'humain au cœur du soin. Voilà, ce sera tout.
Merci. Merci beaucoup Olivier. Donc être sain, être simple, voilà. Bon. Eh bien, on va laisser la parole à Isabelle. Oui, si tu veux. Donc, je vais laisser Isabelle se présenter, mais déjà pour dire qu'on a vraiment de la chance et merci beaucoup voilà, d'avoir ces intervenants, intervenantes de haut niveau. Et voilà. Donc Isabelle va nous présenter un petit peu son expérience. Elle est responsable du centre de réhabilitation psychosociale à Sainte-Anne. Et merci mille fois d'avoir accepté notre invitation et pour ce que tu vas nous enseigner. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Amado, je suis praticien hospitalier à Sainte-Anne et je m'occupe d'un centre ressources en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale en Île-de-France qui s'appelle le C3RP. Et j'ai aussi pour mission de disséminer toutes ces pratiques nouvelles sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais en fait elles ont été disséminées partout sur une grande partie du territoire national et également dans plusieurs pays. Je n'ai pas l'habitude de rentrer par l'angle de l'activité physique, mais on va le faire dans cet angle-là. Il faut savoir qu'en psychiatrie, l'activité physique et le handicap psychique, en fait, ça procure une source de bienfaits. À la fois bienfaits sur les symptômes, et notamment dans la dépression, on sait que c'est équivalent à un antidépresseur sur le maintien d'une amélioration. Et c'est vraiment des études qui ont été faites versus antidépresseurs, et il n'y a pas eu de différence significative au bout de plusieurs semaines d'activité physique. Donc, ça agit sur la dépression, sur l'anxiété, sur le bien-être et sur l'équilibre aussi dans les psychoses. Donc, dans toutes les pathologies mentales, en fait, les méta-analyses sont formelles et on a un bienfait, que ce soit sur la dimension du stress, que ce soit sur la dimension de la dépression, que ce soit sur la dimension aussi de ce qu'on appelle la symptomatologie négative dans les psychoses, c'est-à-dire le déficit qui comporte en même temps une apathie, une clinophilie, un déficit, une difficulté à se mobiliser dans l'action. Et également, ça apporte un bienfait sur la qualité de vie et l'insertion sociale. Sur la physiologie, alors bien sûr, on le sait, ça améliore le poids, la glycémie, le profil lipidique, les performances cardiaques, la régulation fonctionnelle. On sait aussi que ça apporte un bienfait sur les indices cognitifs, sur l'affluence verbale, la réactivité sur des épreuves attentionnelles, sur la mémoire à court terme et également sur l'imagerie cérébrale. Et il y a plusieurs études qui ont montré une amélioration, par exemple, du volume de l'hippocampe. C'est une étude de Pajon dans Archives of General Psychiatry. Au bout de plusieurs mois d'activité physique centrée sur une certaine activité qui était de l'aérobic, il y a eu une augmentation de volume de l'hippocampe versus groupe qui n'a pas fait d'activité physique. Une autre étude de Takahashi a montré, en fait, c'était un groupe de personnes qui pratiquaient du foot versus un groupe de personnes, donc des personnes avec schizophrénie, personnes avec schizophrénie qui pratiquaient du foot, personnes avec schizophrénie qui pratiquaient du baby-foot. Et en fait, on a observé au niveau des aires d'orientation visio-spatiale une augmentation de l'activation cérébrale parce que c'était les aires forcément de placement, de discrimination visio-spatiale, etc., qui étaient suractivées pendant les sessions de foot. On sait aussi, et ça a été paru dans le New England Journal of Medicine en 2013, qu'un programme de 3 mois d'activité physique dans la pathologie mentale, toute pathologie mentale confondue,
améliore le poids jusqu'à 18 mois après le programme. Donc vraiment, en psychiatrie, il n'y a pas photo. Quelles que soient les pathologies, vous avez un plus quand vous avez un programme d'activité physique. Alors, notre centre est un centre de réhabilitation. Qu'est-ce que c'est que la réhabilitation? En fait, la réhabilitation psychosociale, ça redonne une dignité et une place dans la société. La réadaptation psychosociale, ça redonne les moyens d'agir en fonction des capacités. Les personnes qui ont un handicap psychique, elles ont donc des difficultés psychologiques et elles présentent des faiblesses qui sont psychiques, qui sont également au niveau cognitif, parce qu'un bon nombre de pathologies psychiatriques entraînent des difficultés cognitives, et au plan physique. Et on a fait la constatation, en 2008 à peu près, puisque ça a été la naissance de ce mouvement de réhabilitation psychosociale, eh bien, il y a eu un constat comme quoi les traitements, c'est bien, mais ça n'apporte pas tout. Notamment, les traitements en psychiatrie, ça n'apporte pas, ça ne réduit pas complètement ce qu'on appelle la désorganisation de la pensée. Ça n'apporte que très peu d'effets sur les symptômes négatifs dont j'ai parlé tout à l'heure dans la schizophrénie. Et dans l'autisme, bon nombre de personnes avec autisme n'ont pas forcément besoin d'un traitement. Donc, en revanche, toutes ces personnes ont besoin d'avoir une aide pour retrouver une place dans la société et s'insérer. Alors, ce qu'on a choisi de faire, en fait, pour les personnes avec un handicap psychique, et en particulier pour les personnes avec psychose et troubles du spectre de l'autisme, on s'est servi de toutes les ressources possibles de réhabilitation. Et donc, on a fait appel au professeur Laurence Kern, qui est professeur à STAPS à Nanterre, qui est venu observer nos patients, qui, au bout d'1 an, 2 ans de travail avec nous, a pris nos programmes de remédiation cognitive, dont je vais vous parler tout à l'heure, de l'entraînement cognitif, des exercices cognitifs, et en fait, pendant tout un été, elle a regardé ça, et elle a créé des équivalents d'exercices ludomoteurs à partir des exercices cognitifs que nous proposions à nos patients. Là, vous voyez, attention partagée, vous avez un exercice d'un manuel qui s'appelle Cognitive Remediation Therapy, qui est un manuel papier-crayon que nous utilisons encore pour des personnes avec des très gros troubles cognitifs ou une déficience intellectuelle légère. Et donc là, vous avez un exercice d'attention partagée et il faut comptabiliser au fur et à mesure le nombre de lettres K et le nombre de lettres M. Donc vous avez 1K, 1K, 1 M, 2K, 1 M, 3K, 1 M, etc. etc. Vous devez faire toute la ligne comme ça. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris comme équivalent de faire marcher les personnes sur un parcours avec des plots qui impliquaient de slalomer un peu, et en même temps de compter à rebours, pour être en mémoire de travail, comme dans l'exercice. Également, l'exercice des figures superposées, on doit discriminer le plus rapidement possible des figures qui sont intriquées les unes sur les autres. Eh bien, on a commandé plein de symboles et elle a fait dénombrer le plus rapidement possible les symboles en enlevant certains symboles et en essayant de montrer quel était le symbole qui était enlevé. Donc, on a comme ça développé un programme avec 2 séances par semaine pour des patients. On en a fait un film d'ailleurs, qui est très touchant parce que les patients ont vraiment adoré ce programme et ont même fait la musique du film. Vous voyez, il y a les mots plaisir, confiance, persévérance, coopération, succès. Alors,
quel était le contexte finalement de cette activité physique adaptée? En fait, c'est dans un contexte de réhabilitation et une des disciplines phares, c'est ce qu'on appelle la remédiation cognitive. Et ce qu'on a posé dès le départ, c'est que au-dessus de la pathologie, que ce soit une schizophrénie, que ce soit une dépression, que ce soit un trouble anxieux ou une bipolarité, eh bien, il y avait des difficultés cognitives et on a considéré qu'on devait travailler d'abord sur les profils cognitifs, ce qui nous permettait aussi de nous rapprocher, d'adopter finalement un langage qui excluait, enfin qui mettait de côté le jargon psychiatrique pour avoir finalement des dimensions communes avec les somaticiens, avec les familles, avec les patients, pour travailler autour des facultés attentionnelles, de la mémoire, des capacités à s'organiser, des capacités à interagir, des capacités à être empathiques, etc. Ce que les personnes comprennent beaucoup plus facilement, ainsi que les familles, et même également dans le milieu médico-social, puisque nous travaillons énormément pour ça, pour l'insertion avec le milieu médico-social. Donc, on a décidé d'adopter une même clé pour décrire ces difficultés sur plusieurs dimensions, jouer ensemble la même partition, se coordonner autour d'un projet de remédiation cognitive, de réhabilitation, allant vers le rétablissement. Donc, qu'est-ce que c'est que le rétablissement en psychiatrie? C'est de comprendre qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais à côté des choses pour lesquelles j'ai une limite et que je ne peux pas faire, il y a tout un tas de choses que je peux faire. Et justement, on va pousser au maximum les compétences de la personne pour qu'il puisse trouver, avec les choses qu'il peut faire, un état d'équilibre et de bien-être dans la vie. Et il faut savoir que la France est le seul pays au monde à pouvoir vraiment faire de la réhabilitation. Pourquoi? Parce que nous avons un héritage qui s'appelle la sectorisation, qui a été créé dans les années 50, qui fait qu'un individu a un lien entre l'endroit où il vit, l'hôpital où il va être hospitalisé s'il y a besoin, et ensuite le centre médico-psychologique et toutes les structures afférentes, sociales, médico-sociales, qui sont autour sur un territoire. Et tout ce maillage avait été fait depuis les années 50, mais on s'en servait finalement assez peu. Il y avait très peu de dialogue entre l'hôpital et le social et le médico-social. Et quand on a pris cette dimension de réhabilitation, en fait, on a fait refonctionner toute cette machine et ce maillage en travaillant sur ce qui pouvait faire la coordination entre le social et le médico-social, ce qui nous a donné une force décuplée, parce que dans le médico-social, ils ont beaucoup plus de moyens qu'à l'hôpital, et si on trouve les moyens de s'accorder, eh ben, on a beaucoup plus de potentialité pour nos patients. Du coup, comment on travaille? Alors, cette diapo, elle est un peu compliquée. On a un panel de thérapie psychosociale pour cibler les symptômes, les dimensions, croiser les regards et les compétences. Donc, le but, c'est de redonner de l'empowerment à la personne. Et pour cela, on va avoir toutes les dimensions, dont l'activité physique adaptée. Donc, la dimension de l'éducation thérapeutique, pour que la personne soit informée sur ses symptômes et sur ses traitements. Les thérapies comportementales et cognitives, qui vont nous permettre de travailler le stress et les émotions. Les entretiens motivationnels, pour évaluer le degré de conscience de l'individu et aussi la possibilité qu'il a éventuellement de réduire ses addictions s'il a une pathologie addictive. Les habiletés sociales dans les méthodes d'entraînement cognitif et de remédiation cognitive. L'habitat inclusif s'il y a un problème de logement. L'aide aux aidants, parce que l'individu, il est au centre de son environnement avec les aidants.
Donc il y a aussi les programmes d'éducation thérapeutique avec les aidants. Et pour les programmes d'éducation thérapeutique, ils sont construits avec l'aide des personnes concernées elles-mêmes, que ce soit les patients ou les aidants, et ils sont animés, co-animés par des aidants ou des personnes concernées elles-mêmes. Les programmes de remédiation cognitive ou de cognition sociale qui font énormément remonter l'estime de soi et qui mettent dans une dynamique de succès. L'emploi accompagné, nous avons des recours avec des partenaires médico-sociaux qui nous envoient des job coachs qui viennent aider pour la remise dans l'emploi, pour des réactualisations de CV. Ils font travailler nos patients autour de jeux de rôle, etc. Et ensuite, ils les accompagnent dans l'emploi. Et enfin, l'abord corporel avec ces programmes d'activité physique adaptée pour travailler également tout ce qui va être émotion non verbale, mais aussi les interactions et préparer aussi à nos programmes de remédiation. Et vous voyez, en rouge, j'ai mis tout ce qui peut être commencé quasiment à la fin d'une hospitalisation. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire très vite, finalement, quand une personne est hospitalisée, même pour la première fois. Donc, on a des méthodes de remédiation cognitive qui sont personnalisées. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez pour la neurocognition des méthodes individuelles, des méthodes de groupe, des méthodes centrées sur la motivation, des méthodes qui sont avec de l'aide de la réalité virtuelle, le jeu Maturin par exemple, qui est une ville virtuelle, et les personnes sont en immersion, en groupe, hein, pas en réalité augmentée, et apprennent à planifier leur quotidien, mais dans une ville virtuelle extrêmement réaliste dans laquelle ils vont travailler. En même temps, ils vont faire des tâches à domicile dans beaucoup de méthodes pour avoir le maximum de transfert au quotidien de ces bienfaits. Également, pour la cognition sociale, on va avoir des méthodes qui vont travailler ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité à adopter le point de vue de l'autre et à comprendre ses propres émotions. Également, des méthodes qui vont travailler la reconnaissance des émotions faciales ou bien qui vont être centrées sur le manque d'empathie, les difficultés à reconnaître les émotions ou les conventions sociales pour les autistes, comme la méthode Skyless en groupe. Et on se sert de l'activité physique adaptée comme une amorce vers la remédiation. Alors, j'ai réalisé tout à l'heure que je n'avais pas la diapo sur le bouquin qu'a écrit Laurence Kern. Donc, c'est un livre, Kern et Marchetti 2017, où elle explique tout cet abord d'exercices ludomoteurs en lien avec les activités cognitives pour les personnes avec schizophrénie et les personnes avec autisme. Et donc, finalement, ces méthodes d'activité physique adaptée nous préparent pour tous ces processus de remédiation. Et on se sert de la remédiation comme d'un tremplin vers l'insertion et le rétablissement. On ne la fait pas à n'importe quel moment. On fait ça lorsqu'on a commencé à dessiner le projet d'insertion. On sait que les bienfaits cognitifs ils durent 6 à 8 mois, donc on se met avant et on va relier la remédiation cognitive, puis ensuite le projet d'insertion. On a beaucoup de partenaires sociaux et médico-sociaux et on a nos associations d'usagers qui viennent travailler avec nous. Parfois, nous menons des entretiens ensemble pour inciter, par exemple, des personnes avec un fort retrait social à participer à des groupes d'entraide mutuelle ou pour d'autres dimensions. Et nous avons, dans le médico-social, des réseaux pour des personnes avec déficit intellectuel léger, pour des personnes qui veulent s'orienter vers la musique, pour des personnes qui veulent s'orienter vers l'informatique, etc. Et on fait comme ça le lien entre ce que nous apportons et ce qui va se passer au dehors. Donc vous voyez, on essaie de répondre finalement, l'humain est mis au cœur de ce contexte global où on va s'intéresser aux différentes sphères pour réhabiliter la personne et qu'il puisse trouver un état d'équilibre. Je montre vite quelques résultats
avec 7 à 9 ans de recul, une enquête rétrospective qu'on a fait sur 66 dossiers. Donc les patients ont complété une enquête rétrospective qu'on leur a envoyée. Il y avait 66 dossiers donc, qui étaient complets et où les patients avaient donné leur accord. Là, vous avez le descriptif de la population, ça n'a pas un grand intérêt, sauf qu'à l'époque, c'était surtout des personnes avec schizophrénie. Maintenant, ça s'est inversé, c'est surtout des personnes avec autisme de l'adulte. Ce qu'on observe, c'est des pourcentages très significatifs par rapport à avant les techniques de remédiation et de réhabilitation pour trouver un job en milieu ordinaire, également en milieu protégé, avec une tendance pour vivre de manière indépendante, avec des pourcentages significatifs de personnes qui reprennent une activité physique et qui reprennent de la lecture. Également, on a voulu voir s'il y avait une différence dans le maintien au bout de plusieurs années. Donc on a pris le groupe des premiers entre 2009 et 2013, il y en avait à peu près 30, et entre 2014 et 2017, il y en avait aussi à peu près 30. Et on a vu qu'il n'y avait pas de différence. La seule différence, c'est que les gens s'étaient rajeunis et que du coup, il y avait plus de personnes qui intégraient les études et dans le premier groupe, plus de personnes qui intégraient un boulot. Également, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait très très peu de rechutes parmi toutes ces personnes, avec moins d'un tiers de rechutes. Et à partir du moment où ils avaient rechuté, ils rechutaient une fois en très grande majorité. Donc en conclusion, l'activité physique, c'est un pendant indispensable de la prise en charge psychique de la personne concernée. Ça nécessite une remise en question des pratiques de soins, une coordination dans un parcours intégratif. C'est inclus dans des thérapies psychosociales personnalisées, orientées vers le projet de la personne, dans une continuité enfant-adulte. Et nous avons un C3RP enfant qui prend les mêmes méthodes, la même philosophie pour l'inclusion scolaire notamment. La tendance actuelle, promouvoir l'activité physique comme hygiène de vie en prévention de la survenue des troubles psychiques. À terme, cette dynamique apporte plus d'empowerment. C'est un des vecteurs de rétablissement dans une optique d'inclusion sociale, d'insertion sociale et professionnelle. Et le modèle de notre C3RP a été d'abord, on a reçu un award et ça a été adopté après dans l'ensemble des cliniques publiques de l'État de New York, à Singapour, au Liban, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Voilà, il y a des unités qui se sont créées sur le modèle de la nôtre. Je vous remercie pour votre attention. Alors, mon activité physique, parce que c'était aussi un challenge de dire ce que chacun faisait. Alors moi, je n'ai pas le temps, je suis désolée. Je suis crevée le soir et j'arrive plus à faire vraiment du sport. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le métro et je descends plus loin dans mes trajets quotidiens. Et ça me fait 1 heure 3 fois par semaine. Voilà ce que je fais pour mon activité physique. Bravo Isabelle. Et merci, merci infiniment. Et avant de passer la parole à Safa, c'est déjà ce qui est vraiment intéressant et ce qu'on met au cœur de l'humain, au cœur de soins, c'est vraiment ce lien, cet entremêlement entre les échelons individuels ou cet échelon beaucoup plus collectif. Cette démarche intégrative, elle est aussi voilà, ce lien entre la santé personnelle et la santé publique. Et puis une dimension comme ça encore plus large. On pourrait parler même parler de santé collaborative. Tellement c'est voilà, intégré, c'est de l'intérhumain, c'est de l'entraide. Chacun apporte les uns aux autres dans ce mariage aussi territorial. Merci mille fois pour cet exposé si riche et si passionnant et fascinant. Safa, toi, pour vous présenter les données concrètes, données scientifiques, pour illustrer les bienfaits de l'activité physique en termes d'approche somatique. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Safa Terris, je suis oncologue médicale et chercheuse en immuno-oncologie.
Je m'intéresse plus particulièrement au microbiote et tous les liens qu'a donc le microbiote, que ce soit sur le plan alimentaire, un peu l'activité physique également, et l'efficacité des différentes thérapeutiques anticancéreuses. Alors, mon topo aujourd'hui va être assez généraliste. On va quand même garder en tête qu'on parle de la santé globale. Ça s'inscrit essentiellement dans un contexte de prévention primaire parce que les meilleurs patients, c'est ceux qu'on n'a pas. Donc, vaut mieux que vous restez en bonne santé. Et donc, mon topo ira plutôt dans ce sens. Et je vais commencer par des choses assez basiques, que sont les définitions. Et je vais définir ce que c'est que l'activité physique. Donc, l'activité physique, alors excusez-moi parce que l'affichage, ça s'affiche en présentateur, mais bon, c'est pas grave. Donc l'activité physique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Ça paraît intuitif, mais bon, parfois on l'associe à tort au sport. Le sport n'est qu'une facette de l'activité physique. Donc l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui est donc produit par contraction des muscles squelettiques qui va entraîner une augmentation de la dépense énergétique par rapport à une dépense énergétique au repos. Donc cette activité physique, elle va être évaluée donc par ce qu'on appelle le MET, donc le Metabolic Equivalent of Task. Donc c'est la dépense énergétique qu'on a dans chaque effort. Et cette activité physique, elle va être classée en 5 grandes catégories en fonction de l'intensité de cette activité. Donc on a l'activité sédentaire, donc on est à moins de 1,6 m. Entre 1,6 et 3 m, on a une activité physique de faible intensité. De 3 à 6, on est dans de l'activité d'intensité modérée. De 6 à 9, d'intensité élevée. Et puis, au-delà de 9, on est dans une activité d'intensité très élevée. Alors, on va voir pourquoi c'est important de définir ces 5 catégories, parce qu'on va arriver aux recommandations, et les recommandations vont prendre en considération pas uniquement le fait de faire ou pas faire une activité physique, mais également son intensité. Alors, ce qui ressort ici, ce sont 2 notions. La notion de sédentarité et la notion d'activité physique, et ce sont 2 choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas totalement les mêmes, puisqu'on peut avoir des sédentaires actifs et des inactifs non sédentaires. Alors, comment est-ce possible? Tout simplement, quelqu'un qui va faire 30 minutes à 1 heure de sprint, je ne sais où, et qui va passer le reste de son temps devant son ordinateur ou prendre sa voiture pour ses trajets, en effet, on est dans de la sédentarité, et donc on est un actif qui est sédentaire. Ou bien on est inactif, on n'a pas une activité physique avec l'intensité que le voudraient les recommandations de l'OMS, on va y revenir dessus sur les recommandations, mais on a un job par exemple qui nous fait piétiner un peu toute la journée, donc on n'est pas vraiment sédentaire, mais on est quand même inactif. Donc 2 notions qui sont très importantes, et l'objectif est qu'on puisse agir sur ces 2 éléments-là. Donc d'une part, augmenter l'activité physique, et d'autre part, diminuer la sédentarité. Alors comment augmenter l'activité physique? L'OMS nous a facilité la tâche puisqu'elle nous a donné des recommandations qui sont assez faciles à suivre. Donc avoir une activité physique correcte, c'est avoir au minimum 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, donc de 3 à 6 mètres, au moins donc 5 fois par semaine, qui sont sous forme de cardio, d'une part, et d'autre part de renforcement musculaire, et on peut revenir sur les détails avec Olivier tout à l'heure pour définir quelles sont les activités cardio, comment on fait du renforcement musculaire, etc., etc. Alors la sédentarité, c'est réduire, comment on la diminue, c'est en réduisant le temps quotidien en position assise, et en se mobilisant toutes les 90 minutes à 2 heures, 4 à 5 minutes de marche, avec une mobilisation musculaire. Voilà, on s'étire, on fait un peu d'élastique si on en a, voilà, on fait bouger un petit peu ses muscles et on ne reste pas assis plus de 2 heures d'affilée.
Voilà, ce sont les deux éléments importants pour entrer en tout cas dans les recommandations. Alors, d'où sortent ces recommandations? Tout simplement, ils sortent d'études et de liens épidémiologiques qui existent entre le fait d'avoir une activité physique intéressante et la réduction de la mortalité, quelle que soit la cause. Donc ça, c'est quelque chose qui a été révélé par plusieurs études. Alors j'en ai mis une là, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors je ne sais pas si je peux vous montrer avec... alors c'est un peu compliqué d'avoir la flèche quand on est en mode diapo. Mais en tout cas, là, on a le risque donc, de mortalité. Et ici, on a l'activité physique et l'intensité avec donc, cette unité qui est le mètre. Et on voit clairement que plus on a d'activité physique, plus on va réduire le risque de mortalité. Avec une espèce d'effet dose, c'est-à-dire que plus l'activité elle est intense, plus la mortalité elle est réduite jusqu'à un certain point, c'est-à-dire au-delà de 10 mètres, c'est ce qu'on appelle une activité très intense. Cet effet-là, il est en plateau, c'est-à-dire qu'on n'en tire plus vraiment un grand bénéfice. C'est probablement ce que disait Olivier sur les sportifs de très haut niveau, où je ne sais pas quel est l'impact finalement sur la mortalité générale. Mais en tout cas, ce qu'il a très bien exprimé, c'est qu'il faut être dans un juste milieu. Là, les chiffres parlent et ce juste milieu, c'est une activité modérée à intense sans être très intense, c'est-à-dire entre 3 et 9 mètres. Et c'est un petit peu de là que viennent les recommandations de l'OMS. On voit en bas, c'est en miroir, hein, c'est l'inverse, c'est-à-dire le gain en années de survie en fonction de cette intensité de l'activité physique et on retombe sur exactement la même chose, c'est-à-dire entre 3 et 9 mètres par semaine, c'est là où on a le gain en années de survie les plus intéressants. Après, on a un plateau. Donc, comme je disais, un effet dose jusqu'à une certaine limite. Et puis, ce qui ressort également dans les différentes études qui ont été faites, c'est que finalement, marcher ou pratiquer du vélo, on s'en fiche, hein, c'est les mêmes effets sur l'espérance de vie, sur une étude qui est sortie en 2014. Et puis, ce qui est le plus intéressant dans la marche, c'est pas tant marcher longtemps, c'est pas le temps de marche, mais la vitesse avec laquelle on marche. Et donc, ça rejoint un petit peu cette idée de l'intensité de l'activité physique et quelle dépense métabolique j'ai derrière et quelle dépense énergétique j'ai derrière cette activité physique. Alors, je vais quand même dire un petit mot sur le cancer. Donc, je ne suis pas entrée dans les détails du fait que l'activité physique va réduire le risque de récidive, etc., etc. Je suis allée à l'objectif ultime, c'est-à-dire le risque de décès, donc la mortalité. Et on voit, ça c'est une méta-analyse qui a inclus, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais beaucoup d'essais cliniques avec des milliers de patients qui ont été inclus dans cette étude. Et ce qui en ressort, alors, encore une fois, je dois me mettre sur format, voilà. Donc, de ce côté, on a c'est le côté de la réduction de la mortalité, et de l'autre côté, c'est le risque d'augmenter la mortalité. Et comme on le voit ici, quand on a une activité physique, il y a une réduction de la mortalité, donc là c'est all, donc quel que soit le type de cancer. On a deux grands chapitres, là c'est quand l'activité physique elle est en pré-diagnostic, et là c'est une activité physique que les patients ont commencé après avoir eu un diagnostic de cancer, et on voit que, encore une fois, même si les patients décident de commencer une activité physique après avoir eu un diagnostic de cancer, ben, ce n'est pas perdu, ils gagnent quand même en réduction de la mortalité. Cette mortalité globale, c'est-à-dire quelle que soit la cause de la mortalité, ou bien une mortalité spécifique au cancer. Alors, ils ont également dans cette étude regardé les sous-groupes, c'est-à-dire est-ce que finalement,
tous les cancers se valent? Est-ce qu'on a le même effet de l'activité physique sur tous les types de cancers? Alors, il s'avère que globalement, on a la même tendance, mais il y a 3 cancers où l'activité physique a été le plus démontrée étant réductrice de mortalité et de risque de récidive. En premier, le cancer du sein, le cancer colorectal, et on a maintenant de plus en plus de données sur les cancers de la prostate. Donc ça, c'était un NGNCI de 2019. Et donc là, c'est juste pour vous illustrer, ça c'est une autre étude donc, qui a fait une publication au JCO 2019 pour montrer au fait aussi le fait que l'activité physique et le cancer, elle gagne en intérêt, donc elle gagne en impact factor dans les publications qui sont faites. Donc on a de plus en plus d'arguments solides pour faire ce lien-là et on voit là dans le cancer du sein, chez presque 18 000 patientes, où le risque de décès, il diminue avec l'activité physique. Et encore une fois, on remarque qu'il y a cet effet dose de l'activité physique sur la réduction de la mortalité liée au cancer, pour le cancer du sein et le cancer colorectal. Alors bon, au-delà de ces associations épidémiologiques, finalement, quel est le rationnel biologique derrière? Pourquoi l'activité physique, elle va améliorer la mortalité? Pour quelles raisons? Alors, je ne vais pas entrer dans des détails biologiques complexes, mais globalement, il y a déjà quelque chose de très mécanique, qui est le fait qu'on fasse de l'activité physique va contracter les muscles, entraîner une contraction de l'endothélium vasculaire et donc réduire le risque d'athérosclérose. Ça, c'est quelque chose qui a été décrit. Donc, on diminue les facteurs de risque cardiovasculaire, l'athérosclérose en l'occurrence, avec une augmentation de la survie qui est générée par cet effet protecteur. Alors, à l'échelle cellulaire, on a également, grâce à l'exercice physique ou à l'activité physique, globalement pour schématiser, on a une diminution de l'état inflammatoire global avec une action sur certains biomarqueurs, la CRP, l'IGF-1. On a même une action sur l'expression de certains gènes grâce à des modifications épigénétiques. D'accord, qui vont modifier l'expression de certains gènes pour dire que cette association, elle va très très loin. Alors dedans, il y a des choses qui sont prouvées, c'est-à-dire reproduites dans plusieurs essais, et puis il y en a d'autres où c'est vraiment des hypothèses et vraiment la recherche aussi dans ce sens, elle est très intéressante. Alors, je ne peux pas ne pas vous parler du microbiote parce que je m'y intéresse plus particulièrement et il s'avère que quand on est sédentaire versus les personnes qui ont une activité physique intense, on a également une modification du microbiote. Alors, qu'est-ce que c'est que le microbiote? Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, mais globalement, c'est ces microbes, que ce soit des bactéries, des virus, des fungi, peu importe, mais en tout cas, c'est ces commensaux qui vivent avec nous et qui nous aident dans le métabolisme de certains médicaments, dans notre homéostasie, notre équilibre hormonal, dans plein de fonctions de l'organisme. Et le plus intéressant, c'est la fonction immunitaire du microbiote, puisque le microbiote va façonner notre système immunitaire. Le microbiote, le plus grand réservoir de microbiote étant bien sûr les intestins. Donc c'est très intéressant. Et dans ce papier de Clinical Cancer Research 2012, mais il y en a d'autres qui sont arrivés plus tard, il va démontrer que chez les personnes qui ont une forte activité physique, il va y avoir au niveau du microbiote intestinal une augmentation au niveau de la diversité des commensaux et des bactéries commensales, une augmentation de la diversité et de la richesse également, avec des bactéries, et notamment là j'ai mis 3 bactéries qui sont particulièrement intéressantes, que sont le Faecalibacterium, les Lachnospiraceae et l'Akkermansia. Ce sont des bactéries qui sont connues liées au health, à la santé, et prouvées dans plein de littérature, que ça soit dans la santé globale, plus précisément le syndrome métabolique, les maladies auto-immunes, mais également dans le cancer.
Et donc, on remarque qu'avec l'activité physique, on va privilégier une abondance, que ces bactéries vont être beaucoup plus abondantes et beaucoup plus importantes. Un état intestinal qui est... donc, on a une barrière intestinale qui est moins étanche et moins perméable, moins inflammatoire, et donc un statut inflammatoire, encore une fois là, qui va diminuer avec, bien sûr, toute une sécrétion de produits qu'on appelle les short chain fatty acids, des propionates, des butyrates, etc., qui vont améliorer la condition physique globale, prévenir certaines maladies et puis agir en tant que immunostimulant. Et ça, c'est particulièrement intéressant et c'est un pan de recherche qui est vraiment en développement assez important. Donc, pour revenir à ce qui est concret et pratique, donc comment on fait, mais là Olivier il peut intervenir s'il n'est pas d'accord, c'est des choses que j'ai prises des recommandations de l'ANSE, de l'ONAPS, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une activité physique cardio-respiratoire, ce qu'on appelle la cardio? C'est pour avoir des repères, quand on parle d'une intensité modérée ou élevée, les repères les plus intéressants, c'est l'état d'essoufflement. Donc on est dans une activité cardio modérée quand on est modérément essoufflé, on ne transpire pas beaucoup et on arrive à parler. Ça correspond à quoi dans l'activité de la vie quotidienne? C'est marcher de 5 à 6 km/h ou bien monter les escaliers à vitesse lente. Alors en pratique de loisirs, c'est quand je nage, je fais du vélo à 15 km/h. Qu'est-ce que c'est qu'une activité cardio élevée? Là, l'essoufflement est plus marqué et la conversation, elle est difficile. Ça correspond à une marche rapide, supérieure à 6,5 km/h, et une montée d'escalier à vitesse plus rapide. Et dans l'activité de loisir, c'est plutôt la course à pied ou du vélo un petit peu plus rapide à 20 km/h. Alors, qu'en est-il du renforcement musculaire? Le renforcement musculaire, c'est une intensité qui doit être faite avec une répétition de mouvements sans que ces mouvements soient douloureux, qui ne dépasse pas 5 à 6 de pénibilité quand on la met sur une échelle de 0 à 10. Et ça correspond à une montée ou descente de l'escalier, du port de course, de charge. Et quand on parle de loisirs ou de sport, c'est plutôt tout sport qu'on va pratiquer avec des bracelets, du poids, des bandes élastiques calibrées, etc. Alors, qu'en est-il? Ça, je parle de la population générale. Alors, j'ai pas parlé des enfants et des adolescents qui doivent avoir une activité physique un petit peu plus importante. Les adultes, c'est 30 minutes, les enfants ados, c'est plutôt 60. Pour les personnes âgées, il y a tout un travail sur l'équilibre, sur tous les problèmes de fragilité gériatrique. Donc, il y a des petites choses un petit peu plus adaptées aux seniors. Et puis, il y a la particularité des pathologies chroniques. Donc, on a parlé des pathologies psychiatriques. Il y a aussi il y a le cancer et plein d'autres pathologies chroniques pour lesquelles on peut faire des ordonnances, c'est médical, d'une activité physique adaptée. Cette activité physique adaptée, elle va être faite par des kinés. L'ordonnance, elle est faite par le docteur, mais l'activité elle-même, elle va être faite par des kinés. Elle va être faite par des coachs qui ont des STAPS APA. Il n'y a pas de remboursement de sécurité sociale, mais il y a des prises en charge par certaines mutuelles. Et puis, il y a des associations comme l'ACAMI qui peuvent faire ce genre d'activité pour nos patients. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne l'activité physique. Attention, ce n'est pas que l'activité physique, mais ça on va le répéter plusieurs fois. Il y a un mode de vie, c'est-à-dire qu'il faut améliorer notre mode de vie, notre alimentation. Il faut savoir que si on revient à quelques années, quelques siècles, quelques milliers d'années en arrière, on était chasseurs-cueilleurs. Néandertal, à l'époque, il parcourait 20 à 30 km/h
par jour avec une alimentation qu'il prend un peu autour de lui. Donc voilà. Depuis, nos gènes sont toujours les mêmes, ils ne se sont pas adaptés. Par contre, notre alimentation, elle, a évolué vers des choses un peu moins bonnes pour la santé, beaucoup de gras saturés, beaucoup de sucre, des choses qui ne sont pas de saison, voilà, etc. Et puis, on bouge beaucoup moins que ce que faisaient nos ancêtres. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va passer au temps des échanges, au temps des questions avec les intervenants. La parole est à la salle. Avant de... Peut-être le temps d'installer. C'est vrai que dans tout ce qui a été évoqué, il y a de nouveau cette idée de quelque chose de systémique, de quelque chose d'extérieur. C'est vrai qu'on a quand même tendance à peut-être parfois des fois culpabiliser les personnes en disant oui, vous êtes responsable de votre santé personnelle, mais on voit bien déjà de tous ces témoignages l'impact de l'environnement, l'impact de la dimension extérieure, la dimension systémique des problématiques qui doivent intégrer aussi des dimensions sociales, économiques, financières. Et donc c'est peut-être par là que pourra passer le changement. Voilà, peut-être vous pourrez déjà commencer à me demander comment faire changer les choses de votre point de vue. Parce que là, on est dans une situation un peu questionnante, tout le monde est d'accord que l'activité physique c'est bien, mais on voit bien toutes les difficultés pour la mettre en œuvre. Question ? Oui. Docteur Déborah Safir. Je vais faire le CV, mais bref. Non, j'ai une question qui regroupe un peu la question qui vient d'être posée. Comment vous expliquez, alors que médicalement, scientifiquement, c'est prouvé que le sport, l'activité sportive améliore, je dirais, la condition physique et la santé des gens. Je vais être un petit peu provocatrice parce que je pense que Olivier a essayé d'y répondre en disant cette publication. Si on se remet 20 ans en avant, on avait le même problème pour tout ce qui était cancéro. On a eu la chance d'avoir un président qui a fait un plan cancer. Donc je dirais que la solution n'est pas la médication, mais de la politique, en mettant en place un plan santé-sport. Je pense que ça marcherait, qui permettrait véritablement d'avoir une couverture un peu plus grande et une intégration du fait que faut intégrer le sport dans la santé publique et d'accès. Donc c'est une question que je pose généralement, ça c'est ma première question. La deuxième question c'est pour madame, à quel point les familles sont au courant que ce type d'organisme existe, notamment pour les jeunes. Je parle en connaissance de cause pour avoir un neveu dans ces cas-là qui a été en échappement. Finalement, l'accompagnement psychosocial, l'insertion, voilà. Mais la première qui est une question, qui est une proposition, et la deuxième qui Je commence. Donc, pour vous répondre, moi déjà ce que je pense, c'est que, désolé si je parle de ça, c'est que on est aussi on a la chance d'avoir un système de santé médicale et tout, qui est, malgré tous les problèmes inhérents que le docteur Georges pouvait partager depuis des années via la PAS, etc., est très performant. Et moi, je reste convaincu que ça va de manière évolutive. Et plus les années passent, plus les systèmes de santé en fait, sont efficaces dans le traitement de diverses pathologies, létales ou non, que ce soit le cancer, que ce soit les maladies auto-immunes, que ce soit plein de maladies physiologiques, etc. On a de plus en plus de réponses en termes de soins, en termes de prise en charge, en termes de guérison. Donc, moi, je me mets à la place des gens qui n'aiment pas l'activité physique, voilà, pour X ou Y raison, qui n'aiment pas la douleur physique, qui n'aiment pas transpirer, qui n'aiment pas ça, etc. Et moi, j'y ai été confronté, qui se disent que pourquoi faire de l'activité physique et du sport alors que je peux être soigné en France, dans mon pays, par des très bons médecins, par un très bon système de santé, gratuitement. Tout est pris en charge. Voilà, donc moi, c'est en ça que je pense que
la dimension, en effet, politique doit rentrer en ligne de compte. Et c'est pour ça que je ramenais ça à l'éducation. Pas que dans le sens où nous, parents, devons éduquer nos enfants, mais c'est aussi lié à l'éducation à l'école. Quand moi je vois que ma fille elle a sport qu'une fois par semaine, 1h30, alors qu'elle est en pleine crise d'adolescence, avec tout ce qui peut se générer en termes de croissance physique, physiologique, etc., et qu'une fois sur 3, le professeur de sport n'est pas là, où il reste assis au bord du terrain et leur dit « écoutez, vous courez 20 minutes, et puis après… voilà, donc moi je suis désolé, mais moi ça me dépasse totalement. Voilà, donc est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que pourtant… prof d'éducation physique, ministère Jeunesse et Sport, c'est 5 ans d'études après le bac, c'est CAPEPS de sport. Je suis désolé, moi je trouve ça voilà, un peu honteux. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour répondre à la question du docteur Saphir, c'est que je pense qu'on est confronté à ces deux choses. Un, dans l'éducation du sport à l'école, je n'incrimine pas les parents. Oui, pardon, il y a le… Donc dans l'éducation, bien sûr, donc, du sport à l'école et dans toutes les institutions auxquelles nos enfants sont confrontés dans leur évolution. On va aussi par les études supérieures. Quand on voit les études supérieures maintenant, moi j'ai géré des enfants qui étaient à bout, qui étaient en burn-out déjà à 20 ans parce qu'ils faisaient des études supérieures. Comment est-ce possible à 20 ans, moi à 20 ans, je n'étais pas en dépression ou en burn-out parce que j'allais trop à l'école ou je faisais trop d'études, etc. Pourtant j'ai poussé mes études dans ma filière, mais quand même. Voilà, donc je pense qu'en effet, le problème, il est à la racine, il est plus politique qu'autre chose. Alors moi, je suis complètement d'accord avec vous de cette contradiction, on va dire. On a les données pour dire que c'est bénéfique, mais l'application tarde à venir. Alors, il y a deux choses. Je vois ça… Alors, la dernière fois, hier, j'étais en consultation et il y a une patiente qui m'a dit « Ah, docteur, j'ai vu votre tête sur l'affiche, vous allez parler du sport et le cancer. » Mais je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas le temps de nous dire ça pendant la consultation. Donc, il y a un problème de fond qui est celui de… la consultation, parfois, c'est des choix de ce qu'on va dire et sur quoi on va discuter. On privilégie en effet tout ce qui est discussion sur le traitement, les effets secondaires et la programmation de telle ou telle chose. On omet souvent de discuter de toutes les questions de prévention. Et ça, je crois qu'avec le temps, je prends le temps, parce que c'est toujours un peu, faut être soi-même convaincu, ce qui n'est pas le cas de tous nos médecins, hein, je veux dire. C'est un peu, voilà, quand on est sensibilisé à la question, on va chercher l'information, quand on ne l'est pas, ben, l'information ne vient pas à nous. Donc forcément, ça passe en second degré, et pour nous, pour beaucoup de soignants, c'est accessoire. Donc, pour revenir à cette question, donc voilà, il faut prendre le temps d'en discuter avec les patients et de leur montrer l'intérêt de la chose. Parce qu'on dit, on a des données, mais au fait, les patients ne sont pas forcément au fait qu'il y a des données. Donc ça, c'est la première des choses. Leur dire que c'est possible avec une ordonnance, alors parce que eux, comme disait Olivier tout à l'heure, on a toujours l'image de activité physique égale sport, égale performance, égale l'athlète de haut niveau. Alors que c'est absolument pas ça, il y a des choses adaptées, etc. Et donc, encore une fois, il faut prendre le temps de discuter tout ça, et c'est des ordonnances. Si on n'a pas le temps, au moins évoquer, adresser à des personnes qui peuvent le faire et qui peuvent prendre le temps de le faire. Maintenant, je suis d'accord aussi avec le fait que les politiques de santé peuvent jouer un rôle important, et on sait combien, quand on veut, on peut, en politique, et quand ils mettent le paquet sur quelque chose, bon, bah, souvent ils arrivent quand même à orienter certains débats et orienter certains sujets. Donc, je suis d'accord. Typiquement, ben, on sait que la prévention, il faut que ça fasse partie des premières priorités. Quand on voit qu'avec un vaccin anti-HPV, dans 20 ans, dans certains pays, ils n'auront plus de cancer du col utérin, que nous, en France, on a une couverture qui est à peine de 20 à 30% de cette vaccination parce qu'on a beaucoup d'antivax, etc. Avec, finalement, tout le monde ne veut pas se mouiller. Ah, c'est un débat épineux, je vais perdre des électeurs, peut-être, je ne sais pas quels sont les éléments derrière, mais bon, c'est un exemple de prévention. Et le sport en fait partie. Hein. Il faut juste admettre et que ça fasse partie de ce qu'on doit faire.
comprends que le médecin est important, mais je veux dire, bon, comme on avait fait dans le plan cancer à l'époque, sur l'approche de l'image, notamment des patients qui étaient atteints d'un cancer, je donne un exemple, hein, que les politiques obligent que chaque consultation soit doublée d'un coach sportif, que lui accompagne et explique les bienfaits du sport dans leur pathologie, et non pas le médecin. Je suis totalement d'accord avec vous que dans votre consultation, vous n'avez absolument pas le temps de parler de tout. Voilà. Ça pourrait être je dirais, une incitation à parler aux politiques de mettre ça en place dans un plan santé-sport. Je suis complètement d'accord avec vous, ça va être coach sportif, mais coach aussi alimentaire, coach de bien-être, parce que voilà, tout ça c'est important. Non, je voulais rebondir sur les politiques de santé. J'avais vu il y a quelques années, à l'époque, quelqu'un qui était maire de Strasbourg et qui était aussi médecin généraliste, très orienté vers l'activité physique. Et en fait, il avait fait un travail avec les médecins généralistes de Strasbourg pour inciter à la prescription sport sur ordonnance d'une part. Deuxièmement, il avait mis, à l'époque, il n'y avait pas encore l'engouement du vélo, et il avait mis un tarif à 1 € je crois, l'accès au vélo pour des personnes qui avaient un handicap. Donc il y avait une vraie politique d'incitation. Et par rapport aux freins, je me souviens que j'avais rencontré le délégué au sport et handicap de la mairie de Paris, et je lui avais dit qu'est-ce qu'il y a de disponible pour les personnes qui ont un handicap psychique. Il m'a dit que la mairie faisait beaucoup et que les personnes pouvaient venir le mercredi entre midi et 2 pour venir faire du sport gratuitement dans les gymnases. Mais je lui ai dit que les personnes qui ont des difficultés psychologiques, ce n'est pas forcément le mercredi entre midi et 2 comme c'est le jour des enfants. Pour eux, ce n'est pas forcément adapté. Ce qui est adapté, c'est en fin de journée ou en tout cas des horaires plus comme le reste de la population. Et là, rien n'était prévu. Pour l'autre question, en fait, les associations de famille nous connaissent très très bien. Ce qui se passe, c'est que pour prendre des personnes en réhabilitation, il faut que les personnes soient stabilisées et que leur traitement soit bien ajusté et qu'elles soient très motivées. Parce que ce sont des programmes qui demandent beaucoup de motivation et un grand engagement, parce que c'est sur plusieurs mois, plusieurs séances par semaine. Voilà. Un nouveau terme. Il se trouve que je suis médecin à la Fédération française de boxe. Fédération, je me suis retrouvé un peu par hasard. Et à côté de moi, Elisabeth Arnaud, qui est cadre technique national et qui est chargée de la formation. Alors, si je me permets de prendre la parole, c'est pour vous dire que Elisabeth, je vois que je te donnais quand même un coup de main, a mis en place un programme qui s'appelle Prescribox, mais qui n'est pas réservé à la boxe. Hein. La plupart des fédérations ont ce programme-là pour former les entraîneurs à prendre en charge des patients atteints principalement de pathologies chroniques. Et ça répond un peu à votre question, c'est parce qu'il y a une vraie volonté politique, il faut le savoir. Hein. Il y a eu des lois, alors encore une fois, Elisabeth sera plus apte pour vous donner toutes les lois, elle les connaît pas. Et j'ai eu l'occasion et même le plaisir, parce que sincèrement, c'était très intéressant, de participer au type de formation. Donc, si vous voulez, moi, j'expliquais aux entraîneurs la pathologie. Bien évidemment, on comprendra qu'on ne va pas faire les mêmes exercices à un parkinsonien qu'à quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque. Donc, il ne faut pas se contenter de ce que va dire le patient. Il faut quand même que les entraîneurs soient formés. Hein, donc, on passe en revue toutes les pathologies chroniques, somatiques et psychiatriques. Et Elisabeth, les collègues sont là pour leur expliquer quel type d'exercice ils doivent faire. Une fois que ces entraîneurs ont été formés, ils ont la certification de Prescribox qui leur donne la possibilité de suivre des patients tout en sachant qu'il y a un carnet de suivi qui va se balader entre l'entraîneur et le médecin, qui va lui donner des instructions ou qui va lui faire certaines remarques en ce qui concerne le progrès et les situations. Donc, c'est ici.
c'est pas très connu, c'est pas très utilisé. La plupart des médecins l'ignorent complètement, alors que c'est eux qui doivent prescrire. Alors, je vais vous dire très sincèrement, bon, au début, quand elle m'a dit en faire un peu, je lui ai dit, bon, technique, c'est pas difficile, le sport, c'est bon par la santé, c'est on a fini. Et elle m'a dit, non, il va falloir mettre un peu plus de feu. Et donc, petit à petit, j'ai compris l'intérêt, parce que je ne fais pas que ça, hein, je suis aussi médecin, et donc, c'est facile de dire aux gens, faites du sport. Mais je pense que c'est un peu plus intéressant de le leur prescrire, en leur disant, bon ben, qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, on aurait tendance à penser que la boxe n'est pas le meilleur sport pour les malades. Détrompez-vous. C'est ce que j'ai fini par apprendre. Parce que moi, en tant que médecin, j'aurais dit aux patients, la natation, c'est super, le fitness, c'est génial, la boxe, surtout pas, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Par contre, la boxe, c'est un sport qui va vous permettre, alors je ne suis pas d'accord, de travailler. Les réflexes, la coordination du mouvement, l'équilibre, chose qu'on n'a pas avec les autres sports, mais les autres sports sont bons. Ce que je voulais dire, c'est que c'est le patient qui doit choisir ce qui vous plaît, mais les médecins doivent être au courant de ça pour pouvoir le prescrire. Et puis, je vais terminer en disant qu'à côté de ça, on a quand même des adversaires qui sont coriaces. L'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, et tous ces gens-là, ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça, je le dis tout de suite. Parce que moi, je me sais, quand on dit à un patient, vous avez du cholestérol, vous devez. Eh bien, vous avez le choix. C'est pas comme ça qu'on formule, mais souvent c'est comme ça que c'est fait. Vous avez le choix. Alors, soit vous faites un régime, ça veut dire que vous allez manger pas très bon finalement. Une activité physique, je fais partie de ceux qui n'aiment pas ça, donc je comprends que vous n'aimez pas. Ou alors je vous donne le petit comprimé magique. Souvent les médecins, les malades préfèrent le comprimé. Et souvent c'est eux qui le réclament. Parce que moi, quand je leur dis, vous avez du cholestérol, vous ne pouvez pas me donner le petit comprimé parce que mon cousin a la même chose et son médecin le dit. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile parce que c'est présenté comme la solution miracle. Alors qu'on sait très bien que même si on fait un petit comprimé qui n'a rien de magique, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire l'activité physique et le reste. Le comprimé tout seul, il n'apporte pas grand-chose. Donc moi, je pense que, je ne dis pas qu'il y a un complot, mais je pense que les adversaires en face, hein, un exemple, le slogan c'était bouger, manger, bouger, ou un truc comme ça, il a quand même été largement repris par l'industrie pharmaceutique. Quand vous allez au McDo, vous allez voir manger, bouger, le mec il a l'impression que manger c'est bleu, il suffit qu'il marche 100 mètres, lui il a tout éliminé. Donc il faut savoir aussi que si ça ne se développe pas très vite, c'est parce qu'il n'y a pas toujours la volonté pour que ça se développe très vite, même si la loi est là, elle existe, et puis ça va prescrire des activités adaptées. Encore faudrait-il que les personnes soient formées pour ça. Christine Cardin, responsable de la licence APAS à l'université Bariès de Créteil. Juste parce que ça n'a pas été cité depuis le début, mais il existe quand même les maisons de sport santé, donc je ne sais pas si vous les connaissez. Dans le cadre de cette loi sport sur ordonnance, ont fleuri sur tout le territoire français ce qu'on appelle les maisons de sport santé, qui sont des lieux ressources qui réunissent normalement des médecins, des enseignants en activité physique adaptée, et qui vont justement accueillir tous ces programmes qui ont fleuri, parce que toutes les fédérations en fait se sont engouffrées très légitimement là-dedans. Donc on a parlé de Prescribox, mais en fait il existe dans tous les sports quasiment des programmes adaptés et des formations spécifiques. Donc il y a les formations universitaires, mais il y a aussi des formations sportives. Et ces maisons de sport santé, normalement, savent repérer sur le territoire ce qui est existant et là où il y a la possibilité d'accueillir des gens qui souffrent d'ALD. Donc n'hésitez pas quand même à les orienter vers ces maisons-là qui sont un premier lieu, parce que Olivier, vous avez parlé de tout ce qui existe sur Internet. Je vous rejoins, mais moi je préfère orienter vers des vrais gens, parce qu'on ne sait pas trop ce que font les gens derrière leur ordinateur une fois qu'ils ont démarré. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un peu à boire et à manger, donc c'est sans doute plus raisonnable de les orienter d'abord vers ce type de structure. Mais il manque aussi les moyens derrière, parce qu'effectivement, Sport sur ordonnance n'a pas prévu le financement. Et en fait, c'est ça qui pêche. Alors, juste, si vous permettez, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Le problème est monsieur médecin qui n'aime pas le sport, qui me l'a dit ouvertement tout à l'heure, l'a bien signalé. Voilà, on est aussi dans ce message que transmet
essentiellement le médecin généraliste. Et on sait très bien le pouvoir qu'a le médecin généraliste. Moi, je le vois tous les jours. Quand j'ai des gens qui m'appellent, qui me contactent, qui viennent me voir, etc. Voilà, mon médecin généraliste m'a dit ça, donc je fais. Mon médecin généraliste. Sauf que derrière, c'est à eux, et c'est bien que vous le dites, de pouvoir promouvoir ce que monsieur a cité ou ce que vous-même vous avez cité. Et aussi que ces maisons sport-santé se rapprochent en fait des consensus comme tout ce qui est géré par le milieu de la remise en forme, qui est quand même ce qui touche aux tout venants et à la majorité des gens, pour qu'on puisse, entre guillemets, le savoir et savoir que nous, on peut orienter des gens, si on ne peut pas s'en occuper, vers ces institutions-là. Donc, en soi, je rebondis aussi sur ce combat qu'on peut lutter contre l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, etc. Moi, c'est pas mon sujet. Le sujet, c'est en quoi est-ce que l'on croit. Est-ce qu'en effet, on croit qu'on va vivre heureux, en pleine santé, en pleine possession de ses moyens et tout, à coup d'ordonnances, de médicaments, de traitements, etc. Ou est-ce qu'on va le faire naturellement avec tous les moyens disponibles que notre corps nous donne? Voilà. Moi, je suis plutôt dans cette dynamique-là. Et peu importe que l'agroalimentaire ou les industries pharmaceutiques développent X ou Y traitements, etc., etc., on sait que c'est toujours dans la recherche de profit. Et ça, je pense qu'on n'y pourra rien. Malgré tout, heureusement que ces industries, je parle de la pharmaceutique, sont là quand même depuis les trucs, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui viennent de chez eux et qui ont sauvé des millions de vies. Donc je pense que c'est toujours un juste milieu qu'il faut trouver, comme dans la pratique. Voilà. Aller voir son médecin juste parce qu'on ne se sent pas bien ou parce qu'on a un peu mal à la tête et à chaque fois une prescription de Doliprane, une prescription de machin, une prescription de truc. Pour moi, vous voyez, je vous dis, le problème, il est là. Voilà, voilà. Vous avez parlé du petit comprimé, de statine pour l'hypertension, pour le machin, etc. Il est là le problème. Voilà. Mais ça, malheureusement, moi, je ne peux pas y faire grand-chose puisque je n'ai pas le pouvoir qu'a la dimension médicale. Moi, j'arrive toujours après. Voilà. Une fois que le médecin a dit, bah voilà, il faut faire l'activité physique et le sport, aller voir un professionnel, et voilà. Juste un petit mot sur l'histoire du petit comprimé magique. C'est vrai, bon, heureusement, un petit mot d'espoir quand même. On a des jeunes patients et patientes qui sont beaucoup plus demandeurs de quelque chose de naturel, entre guillemets, de choses plus douces dans la prise en charge de certaines choses. Voilà, dans la bobologie, par exemple, typiquement la constipation, hein, voilà. J'ai eu une petite patiente ou des patients qui ont 70 ans qui me demandent, voilà, on veut du Forlax, on veut du machin, et je leur parle des pruneaux, ils sortent les yeux, ils me regardent, un docteur qui parle des pruneaux, ou prendre du miel le matin, ou bien boire, et ils ne sortent pas avec une ordonnance. Donc il y a aussi en effet la surconsommation de ces petits comprimés magiques, et il y a des petites choses. Alors je ne parle pas des cancers, où en effet il y a des développements de médicaments qui sont très coûteux et très innovants, qui ont quand même changé la face du cancer, hein. Je parle du point de vue de l'oncologue, mais il y a des petites choses qu'on peut faire pour aider un petit peu tout ça, qui sont complémentaires, et que je pense qu'il y a aussi un changement de mentalité de plus en plus, et on a l'impression que c'est plus une certaine génération qui est demandeuse de petits pilules magiques que des jeunes gens. Bon, après, c'est quand même un message d'espoir. Hein. Voilà, tout n'est pas perdu. Hein, mais... Question commentaire, mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a quelque chose d'enthousiasmant aussi, c'est comme ça a été évoqué, c'est pas tout l'un de l'autre, on est dans un juste milieu et une interaction. Voilà, vraiment la médecine biomédicale, c'est pas question de remettre en question, mais aussi revenir à des fondamentaux, des choses qu'on a dit simples, qu'on a en nous, et de faire cet entremêlement, voilà, compris alimentaire. Un petit commentaire sur l'alimentation, sur l'apport rapidement. Je m'appelle Anaïs Pieter-Montagnard, je suis naturopathe et coach. Et par rapport aux pilules magiques et par rapport au manque de temps des médecins, je pense que c'est le travail aussi des naturopathes qui ont plus le temps. Moi, j'ai des consultations qui durent 1 heure à 1 heure et demie. Donc j'ai ce temps-là en fait, pour accompagner les gens sur... on dit nous qu'on est des éducateurs de santé, pour être sur une éducation à la santé de façon globale.
sur un rééquilibrage de l'hygiène de vie qui passe par l'alimentation, beaucoup, l'activité physique et la gestion du stress et des émotions. Donc j'y passe énormément de temps. On intervient en complémentarité de la médecine allopathique. On n'est pas en rivalité, on est vraiment, moi je me situe vraiment en complémentarité. Je ne sais pas faire le travail de diagnostic et de traitement, mais j'ai le moyen, effectivement, par le temps dont je dispose et ma formation, d'accompagner mes consultants sur une responsabilisation en fait, de leur hygiène de vie. Et effectivement, moi, je récupère beaucoup de personnes en consultation qui sont sous statine, sur les Votirox, etc. Mais contacts éducation, en fait, de savoir ce qu'il faut manger, comment pratiquer une activité physique, l'importance du mouvement, comment gérer leur stress. Donc moi, je fais de la relaxation au cabinet, je fais des exercices de respiration, je fais plein de choses. Je fais de la réflexologie plantaire. Tout ça, c'est des techniques qu'on a en naturopathie. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que de ne pas hésiter à vous appuyer sur nous. On a ce temps-là pour accompagner vos patients sur la reprise en main de leur santé. Voilà. On est vraiment d'une approche intégrative. Même sur les pathologies graves, sur lesquelles ils sont voilà, accompagnés par vous et médicamentés par vous, mais même sur les pathologies graves. Moi, j'accompagne effectivement les gens qui ont des pathologies diagnostiquées, des traitements sur lesquels je n'interviens pas, mais sur effectivement, je vais intervenir sur l'alimentation, le sommeil, etc. On est vraiment dans cette approche de soins de support. Peut-être qu'Isabelle, quand même, posé une question, ça paraît tellement bénéfique, cette approche intégrative. On en entend parler, mais ponctuellement, peut-être sur ces intégratives en charge de cancer, mais je ne connaissais pas vraiment cette approche de la réhabilitation psychosociale, mais ça paraît tellement essentiel. Enfin, est-ce qu'il y a cette communication, comment on pourrait diffuser, comment on pourrait déployer et s'aimer ce modèle? On voit bien qu'il y a des petits îlots comme ça, on défend les passes, il y a tout un tas d'approches comme ça. Collaboratif professionnel. Déjà, en France, on est le seul pays où la réhabilitation a été mise sur une instruction du ministère de la Santé comme priorité en santé mentale. Toutes les disciplines de la réhabilitation ont été déclinées dans cette instruction. Après, des centres de réhabilitation se sont créés un petit peu partout. En Île-de-France, on a été très exigeant sur le cahier des charges pour ces centres de réhabilitation et on s'occupe avec l'ARS et le professeur Christine Passerieux à Versailles, on est deux, et on s'occupe d'animer, de disséminer. On a un DIU sur les soins de réhabilitation et le rétablissement. Toutes les techniques sont disponibles en France et là aussi on est le seul pays à avoir autant de diplômes autour de la remédiation cognitive, de la paire aidance, du case management, etc., pour former, parce que le facteur numéro 1 de succès dans ce domaine, c'est la formation des thérapeutes, des cliniciens. Donc on fait le maximum, mais effectivement, si vous diffusez, si chacun en parle, peut-être qu'on aura encore plus d'aura. Peut-être une dernière question, on a déjà pris un peu de retard. Moi, si vous pouvez vous présenter. Moi, très rapidement, si je travaille au ministère de l'Intérieur, à la direction générale de la police fonctionnelle, et je voulais savoir si vous avez des pistes pour mieux intégrer le sport dans les contextes de travail et pour savoir comment est-ce que le sport permet de créer peut-être un environnement de travail, de travail, du point de vue aussi bien psychologique que vraiment de l'activité. Alors, merci pour votre question qui est pour le coup très pertinente, que ce soit donc dans tous les milieux professionnels et encore plus donc dans les milieux professionnels à haute dose de stress, comme la police ou ça peut être donc l'hôpital ou les pompiers, etc. Je pense que une fois de plus, il faut que tout cela soit intégré dans le rythme du travail de chaque personne. C'est-à-dire que, comme chez les pompiers, on ne devrait pas laisser le choix à l'activité physique et sportive au sujet. Pour moi, on devrait l'intégrer directement, comme on devrait permettre au personnel de santé de pouvoir pratiquer
de l'activité physique et sportive parce que si on leur laisse le choix de faire ou ne pas faire, on a parlé, Isabelle nous l'a dit par rapport à ces petits allers-retours en métro, etc. Je connais le docteur Georges, etc. Je vois le planning, d'accord, le stress, la dépense, la charge qu'on peut avoir. Il faut être vraiment conditionné à ça pour pouvoir se dire, OK, je me lève à 5 h du matin pour m'entraîner. Moi, c'est ce que je fais, mais moi, je suis conditionné pour ça depuis que je suis tout jeune. 2 fois, 3 fois par jour. Ce n'est pas un problème, le soir tard, le matin, etc. Parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une entrainte, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à faire. Donc je pense que tant que politiquement, ce ne sera pas intégré comme un besoin essentiel, inhérent à une profession ou à une autre, je pense qu'on pourra difficilement s'en sortir. Ça doit être rendu obligatoire et donc il faut apporter les moyens, aussi bien les moyens matériels, mais aussi les moyens humains, comme on peut le trouver aussi dans le milieu hospitalier. Merci Olivier, merci Safran, merci Isabelle, merci à vous et à suivre. Et donc en effet, à développer certainement, on voit bien qu'il y a quelque chose d'important à porter, quelque chose qui vraiment relève de l'intérêt collectif. Hein. Et donc en effet, on a plusieurs pistes, hein, la piste politique, la piste de lobbying, puis on disait avec Christelle, la piste de l'enseignement. Hein. Finalement, ce genre de conférence, on l'a enregistrée, et ben on va trouver comment la diffuser auprès des internes qui seraient finalement peut-être les mieux à même de diffuser auprès des futurs patients ces messages de bon sens, simples et sains, voilà, du corps au cœur du soin et voilà, de l'humain au cœur du soin. À ce propos, n'hésitez pas, hein, vous savez que notre association est au moment n'est pas d'intérêt général, c'est une association qui ne fonctionne qu'avec ses adhérents. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Hein. Si on veut diffuser simplement les informations, les conférences, on doit payer la personne qui filme. C'est aussi simple que ça. Et donc, merci à chacune et chacun de votre contribution, de votre support. Vous avez le site, vous avez le l'OASO. Voilà. C'est comme ça qu'on pourra continuer et diffuser des choses qui sont simples et si essentielles. Voilà, merci, à bientôt. Merci. Si je peux me permettre, juste pour rebondir sur ce que le docteur a dit tout à l'heure sur les seniors, le vieillissement des aptitudes, etc. N'oubliez pas une chose, c'est que si l'on ne stimule pas suffisamment le corps, il ne se passera rien. Donc, c'était très bien représenté, ce que le docteur nous a montré en termes d'intensité de travail, etc. Sauf que moi, ça peut me parler, elle aussi, mais peut-être que pour vous, c'est plus compliqué. Donc, l'intensité modérée, ça peut dire pas mal de choses. Tout ce que je sais, c'est que si le pratiquant ne mouille pas un tant soit peu sa chemise, il n'y aura pas d'adaptation endogène. Voilà, ce sera tout. Merci.